Précédemment dans Il était une adaptation, Eraser, une puissante démone millénaire, est de retour dans notre monde et compte bien le conquérir. E19, une organisation secrète de lutte contre la criminalité dirigée par un vieil homme nommé Watanabe, s'est reformé pour la combattre. Le super-héros Trackrater ainsi que ses deux assistantes, Ava et Ilmio, comptent aussi arrêter Eraser. Un des membres de l'organisation E19, Victor, a été contacté par Ava. Il existe une potion de paralysie chakra instantanée qui permet de bloquer tous les pouvoirs d'une personne en lui envoyant dessus. Ainsi, nous pourrons vaincre Eraser sans problème. Et où trouve-t-on cette potion? Pas dans notre univers en tout cas, mais il y a un autre univers où nous pouvons la trouver. Et le petit-fils de Watanabe a été kidnappé par Eraser. Un couple est mort dans un incendie ce matin. Un individu masqué avec un lance-flamme se trouvait près des lieux lorsque l'incendie s'est déclaré. Navré, Sensei, nous n'avons réussi qu'à sauver votre petit-fils. J'ai protégé notre quartier général avec d'autres sorts pour repousser les démons. J'en avais déjà mis avant, mais je ne sais comment Eraser a réussi à les passer. Ne vous en faites pas, Sensei. Nous allons vite retrouver votre petit-fils. La moitié de nos effectifs sont à la recherche d'une trace de lui ou d'Eraser. Et je vais chercher de ce pas une potion permettant de vaincre Eraser. C'est quoi ça? C'est un appel. Ah, je me disais bien que j'avais jamais entendu ce son chez toi. Si c'est pour faire ce genre de remarque que tu es ici, tu peux partir. Ouais, de toute façon, t'as pas besoin de moi pour la suite, tu détruis déjà assez bien l'enfance des gens avec tes références cheloues. Et c'est qui t'appelle? C'est mes parents. Ils veulent sûrement que je vienne à l'anniversaire de mon frère. Oh, il va avoir quel âge? J'en sais rien et je m'en fiche, je vais pas y aller. J'ai pas trop envie de les revoir. Vraiment, ils pourraient arrêter de déranger, c'est la 3e fois que je refais cette pièce aujourd'hui. Arrête de t'énerver pour rien et prends tes antidépresseurs. Suite au film de 71 qu'il détesta, Roald Dahl refusa que l'on fasse une nouvelle adaptation de Charlie et la chocolaterie de son vivant. En 1990, Roald Dahl meurt et Warner commence en 1991 les négociations pour les droits d'adaptation de Charlie et la chocolaterie avec la veuve et la fille de Roald. Ils ont pas perdu leur temps, toutes mes condoléances, je suis tellement désolé pour vous, sniff, sniff, sniff. Du coup, pour les droits de Charlie, Warner obtient les droits 7 ans plus tard et en 2003 engage Tim Burton comme réalisateur pour le projet de nouvelle adaptation du livre. Burton choisit comme scénariste John August, qui n'avait pas vu le film de 71, ce que Burton trouvait fondamental pour faire une adaptation fidèle du livre. Après 7 mois de tournage et une production ayant nécessité un budget de 150 millions de dollars, le film sortit aux US le 10 juillet 2005 et en France le 13 juillet. Le film fit un résultat au box-office de 474 millions de dollars et eut des critiques plutôt positives malgré des comparaisons avec le film de 1971 selon lesquelles ce film est inférieur. Chose pour laquelle je ne suis pas d'accord et je vais expliquer pourquoi. Pour résumer le film, c'est presque la même chose que le livre dans les grandes lignes. Il est annoncé que 5 tickets d'or ont été cachés dans des tablettes de chocolat et permettent de visiter la fameuse chocolaterie Wonka. En plus de découvrir l'un après l'autre les 4 sales gosses qui ont trouvé des tickets, on suit Charlie, un enfant qui rêve de visiter la chocolaterie malgré qu'il ait peu de chances de trouver un ticket car il est pauvre, jusqu'à ce que sa chance tourne et qu'il en trouve un au moment où il s'y attendait le moins. Puis on découvre, avec ses 5 enfants et l'excentrique chocolatier Willy Wonka, la très particulière chocolaterie. Au cours de la visite, tous les gosses à part Charlie se font éliminer l'un après l'autre dans des salles différentes, punis de leurs défauts. Je me demande ce que ce scénario de Battle Royale donnerait en série d'horreur, tiens. Le film est très fidèle au livre, en conservant tout du fond comme de la forme, au point que certaines lignes de dialogue sont au mot près celles du livre et que les chansons des Oompa Loompa sont des versions résumées des chansons du livre. Mais si le film raconte à peu de choses près la même histoire, il réussit à se démarquer du livre et de films de 71, principalement dans sa réalisation, j'y reviens, et ses personnages qui sont des améliorations par rapport au livre et à sa première adaptation. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je trouve le personnage de Charlie assez plat perso. Je préfère le gamin avec plus de personnalité du film de 71. Et je suis d'accord sur ce point. Bien qu'il soit sympathique et appréciable, sa personnalité
personnalité ne se démarque pas autant que celle du Charlie du film de 71. Cependant, il remplit mieux son rôle au sein de cette histoire. Durant tout le film, Charlie s'est resté optimiste et altruiste grâce à sa bonne éducation malgré sa situation déplorable, contrastant avec les autres enfants principaux qui sont aisés mais ont une mauvaise éducation et sont des sales gosses. Il joue donc le rôle d'exemple de l'enfant modèle, servant ainsi la morale. Après, on aurait pu donner plus de personnalité à ce personnage, mais il reste sympathique à suivre quand le film se concentre sur lui et passe mieux le message qu'un Charlie à qui on donne des défauts d'enfant typique mais sans évolution. Et aussi, là où le film de 71 faisait comme s'il venait de découvrir la chocolaterie et son histoire, rendant son caprice d'autant plus exagéré, ce film montre son admiration pour la chocolaterie comme dans le livre, et ne fait pas un drame pour autant lorsqu'il pense ne pas pouvoir aller à la chocolaterie. Oui, en plus de comparer avec le livre, je vais profiter de cette critique pour faire la comparaison avec le film de 71. Pas pour rabaisser le film de 71 ni valoriser ce film-là, parce que ça veut rien dire de dire c'est mieux qu'autre chose donc c'est un chef-d'œuvre. Je fais juste une comparaison pour voir ce qui a été amélioré ou pas entre ces deux films. Bref, si Charlie ne se démarque pas plus que celui du livre et moins que celui de la première adaptation, la plupart des autres personnages sont améliorés, je trouve. Si seul Joe se démarquait dans les autres versions, dans ce film, on apporte un peu de personnalité à la famille de Charlie le temps qu'on les voit, particulièrement George qui ne pèse pas du tout ses mots, et Georgina qui a toujours l'air d'être ailleurs est assez marrante aussi. On ajoute une backstory d'ancienne employée de Wonka au grand-père Joe, mais autant dans la première partie on joue bien sur son envie de revoir la chocolaterie, autant ça n'apportera rien dans la seconde partie où il est juste là. Et aussi, dommage qu'il soit resté fidèle au livre dans ce passage qui passe toujours autant pour un foutage de gueule de sa part. Au moins, le film de 71 le montrait progressivement réapprendre à se tenir debout correctement. En 2 minutes, mais c'était toujours mieux que 2 secondes. Après, le reste du personnage dans la version Burton est beaucoup plus appréciable que celui de 71. La mère passe bien sans être mémorable, et on montre le père de Charlie, qui est pareil que celui du livre. Il travaille comme reboucheur de dentifrice avant de se faire remplacer par une machine et virée, passant à rapide sous-texte sur le remplacement de l'homme par la machine. Bon, c'est très rapide, mais ça rend au milieu de la première partie la condition de Charlie d'autant plus miséreuse, et ça participe à la critique sur la société de consommation que faisait déjà le livre et que ce film met bien en scène, principalement à travers les enfants qui vont être mis à mal par leurs défauts représentatifs de ceux de la société de consommation. En parlant des sales gosses, ils sont améliorés dans cette adaptation, et si j'en avais rien à foutre d'eux dans les autres versions, dans la version de Burton, j'apprécie les 3/4 des enfants qui ont un peu plus de personnalité. On donne à Violette une mentalité de championne devenue trop obsédée par la victoire et qui a trop pris la confiance, appuyant le défaut qu'a amené sa mentalité toxique, son orgueil. Mike TV n'est pas uniquement accro à la télé ou aux jeux vidéo ici, c'est un enfant devenu arrogant, violent et se croyant pour le plus malin, pas seulement à cause de la télé et des jeux vidéo, mais surtout parce qu'il n'a pas du tout été encadré dans sa consommation comme dans son éducation, donc il n'a jamais eu de barrière. Quant à Veruca, elle reste la fille qui veut avoir tout ce qu'elle veut, mais je trouve son personnage moins caricatural et son envie d'avoir toujours plus drôle à certains moments. Daddy, je veux un autre poney. Ces personnages d'enfants sont de meilleures représentations car pour la plupart, ils ne se limitent pas simplement à leurs défauts et ont une personnalité qui se démarque plus. Quant à leurs parents, ils représentent bien la mauvaise éducation qui a aidé les enfants à devenir ce qu'ils sont. On appuie mieux que la mère d'Augustus se préoccupe plus du ticket d'or et la chocolaterie que de s'inquiéter pour la santé de son gamin. On ajoute que la mère de Violette a passé à sa fille son sens de compétition et encourage sa fille dans son orgueil. Le père de Veruca a une approche différente du soumis du film de 71, mais qui passe aussi bien dans le style du père qui n'a aucune autorité sur sa fille et cède à tous ses caprices, et on appuie bien à quel point le père de Mike est complètement dépassé. Le seul point qui n'a pas été beaucoup amélioré au niveau des enfants, c'est Augustus Gloop. Même si on va un petit peu plus loin que ça à un rapide moment qui le rend méprisable. Tu veux du chocolat? Bien sûr. Alors t'aurais dû en acheter. Ça reste juste un stéréotype du gros qui aime bouffer. Toujours rien à foutre de lui. Sauf peut-être à la fin du film où j'espère pour lui qu'il n'y avait pas de sous-entendu glauque. Augustus, s'il te plaît, ne mange pas tes doigts. Je suis tellement bon. Et ça nous amène au meilleur personnage de toute la franchise, Wonka version Depp.
Oui, Gene Wilder faisait un très bon Willy Wonka qui faisait passer l'ambiance de la chocolaterie, mais Johnny Depp fait un Willy Wonka différent qui est aussi bien joué je trouve. Ce Wonka, comme celui de Wilder, vole complètement la vedette dès qu'il entre en scène. Et ça se comprend car le personnage a une personnalité se démarquant bien et qui est un peu un mélange du Wonka du livre et d'Édouard aux mains d'argent. Dans ce film, Wonka est un type ingénieux et fascinant, mais aussi moqueur, excentrique, reclus et un grand enfant. Ce qui est appuyé principalement par le jeu de Johnny Depp qui... est très malaisant je trouve. Oui, mais c'est volontaire car cette version de Wonka est un grand enfant. Et c'est appuyé par l'ajout le plus notable de cette adaptation, le développement de son passé. On nous montre au fil du film des flashbacks de son enfance qui montrent comment il est devenu passionné par la confiserie et le chocolat, malgré la réprobation de son père, joué par Christophe Lorley au passage. Père qu'il a carrément abandonné, l'amenant à se construire tout seul, sans figure parentale, dès son plus jeune âge. Une backstory qui appuie bien la personnalité de cette version alternative de Wonka et explique le jeu de Johnny Depp qui est volontairement malaisant. Après, je comprends qu'on n'apprécie pas ce jeu d'acteur, mais personnellement je le trouve pertinent au vu de son passé. I'm Violet Beauregard. Oh. I don't care. On m'a parlé de respect. Où est le respect? La réalisation de Burton est très bien fichue. Il garde sa patte artistique particulière qui se mélange bien à l'univers créatif du livre. Cela se ressent notamment lors de la visite de la chocolaterie, dont les salles sont plus ou moins fascinantes et diversifiées. L'ambiance est bien réussie dans ce film. La chocolaterie pose bien son ton étrange et merveilleux. Le film arrive à passer des moments chaleureux autour de la famille de Charlie, l'humour est bien dosé, et les scènes où les enfants sont punis ont une mise en scène efficace. Bien, maintenant faisons-le pour de vrai. Il y a quand même un moment où on fait un sort de drame inutile lorsque Charlie ramène le ticket d'or chez lui. Tout le monde est content, Joe est excité à l'idée d'accompagner Charlie, mais après que tout le monde ait lu le ticket... On n'ira pas. Une femme m'a proposé 500 $ pour le ticket. Nous avons plus besoin d'argent que de chocolat. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Et il change d'avis 20 secondes après, suite à un discours de George. Convaincant certes, mais ce passage est un peu expédié, voire un peu inutile. Oh, tu sais, c'est pas le seul moment inutile du film. Ouais, c'est pas faux. Tu sais pas ce que veut dire inutile? Non, je veux dire, l'histoire du prince de Pondichéry n'apporte pas grand chose, mais elle reste sympathique et, comme les petits sketchs de la première partie du film de 71, elle dure à peine 2 minutes, donc elle ne coupe pas trop l'intrigue. Et puis, d'un côté, vu que le prince de Pondichéry est puni par son défaut en faisant quelque chose qu'il aurait pu éviter en écoutant Wonka, c'est un peu un foreshadowing de ce qui se passera dans la chocolaterie. Et je trouve que la backstory des Oompa Loompa n'était pas nécessaire à mettre en scène. Le spectateur aurait pu aussi imaginer cet endroit juste en étant raconté, comme dans le film de 71. Je comprends ton point de vue, mais j'en ai un différent. Je trouve assez sympa de développer l'endroit d'où viennent les Oompa Loompa et de le mettre en scène. Tout comme j'apprécie l'approche du film de 71 qui a juste choisi de le faire raconter par Gene Wilder, dont le ton de la voix appuie bien l'hostilité de l'endroit. Ces deux approches se valent, je trouve. Si la composition de Danny Elfman est mémorable et appuie bien l'ambiance du film, niveau chanson, c'est un peu en deçà de celle du premier film. La première chanson est... gênante, je trouve. Les paroles ne sont pas très inspirées, elles restent bien trop facilement en tête et je la trouve personnellement un peu trop malaisante, même pour Wonka. Sinon, les chansons des Oompa Loompa sont sympas. Les paroles, comme je l'ai dit, sont des résumés des chansons de livres, paroles qui passent acceptablement sans plus, mais je retiendrai surtout les airs entraînants et les instrumentales qui reprennent pour chaque chanson un courant musical différent. Voici l'histoire de Violette Beauregard. Des amis vraiment différents, des amis vraiment différents. Et la chorégraphie est assez bonne. Au passage, je suis assez impressionné que les Oompa Loompa soient tous joués par un même acteur. Cependant, la fidélité des paroles à celle du livre pose un problème. Là où Violette et Mike ont dans ce film des défauts allant plus loin que l'addiction au chewing-gum ou aux écrans, ce n'était pas le cas du livre, donc les paroles des chansons sur eux ne font la morale que sur ces addictions et non sur l'orgueil ou l'arrogance. Ça aurait été bien de les adapter au nouveau contexte. Et puis celle de Mike a l'air de marteler un message un poil trop extrême au sujet de la télévision. L'esprit, la raison. Pourrit l'imagination.
l'enfant devient aveugle Et c'est pas la seule morale un peu martelée. Il y a certains moments dans le film où on explique la morale alors que, comme c'est montré, c'est largement suffisant pour le comprendre. Cet homme gâte beaucoup trop sa fille. Et ça ne donne jamais rien de bon de gâter un enfant de la sorte. Je dis littéralement la morale avant même qu'on la montre, car je prends les enfants pour des cons. Ha ha. Et pour finir avec des points négatifs moins graves... J'ai vu Willy Wonka de mes propres yeux. J'ai travaillé pour lui dans le temps. Et tu ne lui en parles que maintenant? Tu as retrouvé ton emploi? Non, ni moi ni les autres. Vraiment? Il n'a même pas réembauché quelques-uns de ses anciens salariés pour conduire les camions? Une chance que tu l'aies remarqué. Il suffisait de suivre les dates de fabrication en tenant compte de la météo, dans la dérivée de l'indice Nikkei. À quoi te sert l'indice pour Ta gueule, c'est statistique. Ouais, bref, soit son algorithme y tombe, marche pas et c'est une sacrée chance qu'il ait trouvé le ticket en achetant une seule tablette, soit son algorithme marche vraiment et dans ce cas je suis con. J'en ai marre d'entendre ces conneries. Il a des mains vachement isolantes. J'ai travaillé ici à la chocolaterie. Faisiez-vous partie de ces espions méprisables qui volaient chaque jour le travail de ma vie pour le vendre à ces infâmes confiseurs parasites qui me copiaient ensuite? Non, monsieur. Alors tout va bien, ravi de vous revoir. Pourquoi tu es si rassuré, Wonka? Tu t'attends à ce qu'un imposteur dise qu'il en est un? Tiens, bois, ça te fera le plus grand bien. Tiens, mon petit, prends du chocolat dans lequel Augustus a plongé. Mais c'est pas très Covid-friendly, ça. Crème fouettée. Charlie, la réaction à ça n'est pas « Oh, de la crème littéralement fouettée, merveilleux !» mais plutôt « Appelez la SPA !» Tu parles d'un enfant modèle, ou alors la vache aime le BDSM. Elle peut très bien rester coincée dans le conduit au-dessus du trou. Dans ce cas, il vous suffira d'y entrer et de l'extirper de là. Une tête de poisson en blanquette, coupée ce matin et pleine d'arêtes. Ouais, leur demande même pas d'arrêter surtout. C'est pas comme s'ils gâchaient la seule chance pour que ta fille survive. Mais il est en verre. Il se fracassera en millions de petits éclats. Du coup, ça te dirait d'être mon successeur? Je vous hais cordialement. Le lendemain matin, Charlie aida ses parents à réparer le toit. Attends, Wonka n'a même pas aidé à réparer le toit qu'il a cassé? Bref, Charlie et la chocolaterie par Tim Burton est un bon exemple de comment faire une bonne adaptation fidèle tout en gardant une identité propre. La trame est bien mise en scène et pose bien son ton, les personnages sont pour la plupart améliorés et passent mieux les messages du film, Willy Wonka gagne en complexité, les chansons sont en deçà de celles du premier film mais restent sympas cependant, et la réalisation est très bien fichue. Et laquelle de ces deux adaptations je vous conseille le plus? Eh bien, je peux pas vraiment dire. Je trouve que chacun de ces films a des qualités et des défauts qui pèseront plus ou moins lourd dans la balance selon les critères de chacun. Et pour ma part, je préfère la version de Burton, mais je comprends tout à fait que l'on préfère la version de 71. Au-delà de notre univers, il existe une infinité d'autres mondes. Des mondes similaires aux nôtres, d'autres où les lois de la physique sont différentes, d'autres se déroulant à une autre époque, d'autres où les lois de la physique sont pas encore au point, et beaucoup d'entre eux viennent d'œuvres de fiction. Vous aimeriez en visiter? Eh bien c'est possible grâce au portail interdimensionnel, tant que ce sont des mondes libres de droit ou de nos sponsors bien entendu. J'aimerais voyager dans le monde C828. Désolé monsieur, mais nous ne pouvons pas vous laisser accéder à cet univers-là. Il y a une pandémie de Covid-19 là-bas, et le ministère des Transports interdimensionnels a eu l'intelligence d'interdire les voyages depuis et vers ce monde. Mais je dois aller chercher quelque chose d'important là-bas. Navré monsieur, mais je ne peux vraiment pas vous laisser y aller. Bonjour, je suis Tracreteur. Je dois aller dans un monde infecté par le Covid-19 moi aussi, sauf que moi, mon organisation pour sauver le monde est déclarée et en règle, et non secret et louche. Donc j'ai une carte qui m'y autorise à y aller, moi. Vous savez, vous aviez juste à me donner votre passe. Attends, tu croyais que je gaspillais vraiment ma salive pour parler à un citoyen lambda comme toi? J'ai un pass pour le portail et je peux vous accompagner dans cet autre univers. Appelle un médecin, il a perdu connaissance.